Ok, bonjour à tous. Bonjour à tous. Euh, Bonjour. 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 L'industrie du futur sera forcément respectueuse de l'environnement. Donc, c'est avec ces mots-là qu'on veut vous introduire à ce webinaire. Je suis Alain Pachong, le responsable pédagogique de la formation Masterclass Industrie 4.0 de Centrale Supélec. Et donc, je suis heureux de vous présenter le webinaire de Eric Béma, qui est l'homme environnement de BPI France et qui est désormais intervenant dans cette belle formation Masterclass Industrie 4.0. Donc, Eric, je vais te passer la parole pour une rapide introduction et puis tu vas pouvoir dérouler ton webinaire. Tu as la parole, Eric. Merci Alain. Donc, ravi d'être parmi vous cette fin d'après-midi. Donc, je suis Eric Béma, donc effectivement à la BPI France dans la direction de l'accompagnement. Nous accompagnons des dirigeants principalement de PME, ETI. Voilà, donc moi j'ai un profil, un pied dans la pratique, disons, avec des missions de terrain avec des dirigeants, et puis un pied dans la théorie et ce qui se passe au niveau global, réglementaire, etc. Donc c'est un point de vue, je pense, plutôt original et intéressant, voilà, qui se confronte au réel. Et donc j'avais envie de vous faire cette présentation, donc avec un mélange de voilà d'aspects théoriques, et puis on ira un petit peu dans le détail. Alors, je vais pas avoir le temps de donner beaucoup d'exemples, mais bon, on va voir comment ça se passe, et peut-être vous aurez des questions à la fin. On gardera un petit peu de temps. Alors, on peut démarrer. Donc, bah, voilà, je me suis présenté. Donc j'ai une quinzaine d'années d'expérience dans le domaine changement climatique, décarbonation, énergie, environnement. Voilà, donc depuis 2 ans, donc BPI France. Alors, donc là, on va faire tout d'abord un constat de la situation globale, hein, de l'état de la Terre en quelque sorte. Bon, j'imagine que la plupart d'entre vous sont assez familiers avec ces concepts, hein, donc j'irai assez vite. Et puis ensuite, je vais partager avec vous finalement une réflexion sur qu'est-ce que une activité 4.0, qu'est-ce que ça veut dire, et voilà, qu'est-ce qu'au sens de la durabilité, qu'est-ce que ça peut vouloir dire. Puis donc ensuite, on ira plus dans le détail des aspects, j'allais dire, un petit peu plus techniques finalement, de quel genre de réponse on peut apporter à cette situation. Allons-y. Donc dans le contexte général, donc voilà à quoi ressemblait notre planète il y a 20 000 ans. Hein. C'était une période glaciaire. Euh, donc la température sur Terre était en moyenne 5 degrés inférieure à celle d'aujourd'hui. Donc voilà, donc si on ne fait rien par rapport à notre situation actuelle, on va peut-être gagner 5 degrés par rapport à aujourd'hui, par rapport au début du siècle. Donc on va avoir un changement à peu près équivalent, sauf qu'il risque de se faire en 100 ans et non pas en 20 000 ans, puisque le changement précédent, lui, il s'est fait en 20 000 ans. Donc l'adaptation à l'époque n'avait pas posé de problème majeur, ni aux hommes, aux animaux, à la végétation a priori. Là, en 100 ans, par contre, ça va être très difficile, voire quasiment impossible. Voilà, donc là, j'aurais pu vous montrer énormément de graphes. Bon, j'ai choisi celui-là juste pour se refixer les idées. Hein. Donc, le niveau 0, c'est la moyenne des températures du XXe siècle. Donc là, ça retrace ce graphe l'évolution des températures depuis la naissance de Jésus-Christ, en fait, très précisément. Donc on voit assez nettement que jusqu'à présent, les températures étaient en dessous de cette moyenne du XXe siècle, voire il y a eu un refroidissement, notamment le petit âge glaciaire au Moyen-Âge. Et puis, il s'est passé quelque chose dans l'histoire de l'humanité, c'est qu'on a inventé la machine à vapeur. Enfin, on a surtout inventé le moyen de mettre des carburants fossiles, des énergies fossiles dans des machines qui travaillent à notre place. Donc au départ, c'était du charbon, puis du pétrole, puis du gaz, etc. Et là, on constate une élévation quasi exponentielle, hein, du niveau des températures. Cette courbe exponentielle, on peut la retrouver dans toutes les quelles que soient les grandeurs, finalement, j'ai appelé la socio-technique, qu'on pourrait trouver pour décrire l'activité humaine, la population, le PIB, le
niveau des échanges, l'utilisation d'énergie, des ressources naturelles, etc., etc. Donc tout est devenu à peu près exponentiel dans finalement l'impact de l'activité de l'homme. Alors, justement, comme tout a été exponentiel, en fait, il se pourrait bien que pour la première fois dans l'histoire de l'homme, on touche aux limites planétaires. Alors, c'est un sujet qui est souvent venu sur la table. Ça fait longtemps qu'on dit oui, on va bientôt manquer de pétrole, puis à chaque fois on en retrouve. À chaque fois c'est faux. C'est un des arguments d'ailleurs pour dire bon, bah, ne vous inquiétez pas, c'est pas encore. Alors il se peut quand même que là, pour de vrai, on arrive vraiment aux limites planétaires, et notamment surtout en fait aux limites de capacité des processus terrestres de se régénérer. Hein, puisqu'en fait, on ne fait pas seulement du minage de matière, mais aussi on capte à notre profit on détruit, on abîme en fait des processus fondamentaux. Donc ça, cette notion de limite planétaire qui a émergé depuis une dizaine d'années est quand même très intéressante, puisqu'on peut lister, bon, on ne va pas le faire là, mais on peut lister des grands processus biochimiques dans lesquels on est en train voilà, de dépasser les limites de régénération. Et ce n'est pas si simple, puisque effectivement, si en plus la notion de progrès, alors j'ai employé 4.0 tout au long de la présentation, hein, mais si la notion de 4.0 embarque une notion de progrès pour l'homme, alors effectivement ça se complique un petit peu, parce que non seulement il ne faut pas aller trop loin dans l'usage des ressources terrestres, et en même temps il faut aussi apporter aux hommes leurs besoins fondamentaux. Et donc là se dessine finalement un cadre qui est intéressant, parce que beaucoup d'entreprises sont en train de l'adopter, hein, de dire, bah, en fait, une activité durable, une activité souhaitable, qui reste profitable, mais qui reste dans les limites et qui sert aussi à l'homme, hein, c'est de rester dans l'anneau central, dans le donut. Euh, voilà. Et donc, c'est cette notion-là qui émerge, hein, qui assez fortement dans les grandes entreprises, mais même maintenant dans d'autres entreprises, des PME, des ETI, de dire, bah, de redéfinir en fait ce qu'est une entreprise. Le succès d'une entreprise, c'est le véritable succès, on pourrait dire, c'est de rester à l'intérieur de cet anneau et de continuer à être profitable. Alors, est-ce qu'on est sur le bon chemin par rapport à tout ça? Moi, voilà, j'ai voulu vous montrer ça. C'est assez connu, hein, c'est une des modélisations du rapport Meadows du Club de Rome de 72. Hein. Le couple Meadows pour le MIT à l'époque avait modélisé finalement le système économique terrestre à l'aide d'un jeu de variables assez limité, ressources, nourriture, services, population, production industrielle, pollution, avec des règles d'interaction entre eux. Puis voilà, ils ont fait tourner ça sur les ordinateurs de l'époque. Et ça donnait des signes. Quand aujourd'hui on essaye de retracer et voilà, de mettre des courbes réelles sur ces courbes prévisionnelles, on voit que là, il semble que ça marche pas trop mal, hein. C'est-à-dire que il se pourrait que cette modélisation soit relativement correcte. Et donc, on voit qu'on entre, a priori, on est même entré dans une zone, dans la zone assez critique où il se passe des choses. Une, voilà, une baisse de la population mondiale qui s'amorcerait. Oui, enfin, je vous laisse regarder ça. Ça parle de soi-même. Juste au passage, un élément que je trouve intéressant, c'est que il y a un consensus, par exemple, sur le fait que la population mondiale va atteindre 10 milliards d'habitants et va plafonner à cet endroit-là. Sauf que l'année dernière, bon, il y a une étude sponsorisée par HSBC. Non, peut-être que la population mondiale va baisser significativement. Je trouvais ça intéressant parce que c'est une sorte de signal faible qui dit au moment où les modélisations Windows prévoyaient qu'il se passe quelque chose, ben, on commence à avoir certains sons de cloche qui semblent confirmer. Voilà. Alors, quel est le sens d'une industrie 4.0? Donc, je vais sans doute être un petit peu, je vais apporter un son peut-être de cloche de l'executive master, hein. Mais bon, je pense que je suis là pour ça.
Donc moi, je me suis posé la question, hein, est-ce qu'être 4.0, ça peut vouloir dire aller plus efficacement dans le mur, pour le dire de manière la plus brute possible. Euh, Parce qu'en effet, hein, pour beaucoup de gens, ils font et on dit souvent pour le 4.0, c'est faire encore plus de ce qu'on faisait avant, encore mieux, avec plus de robots, plus d'IoT, d'intelligence artificielle, etc. Peut-être pas. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir recours à la technologie. Donc voilà, donc là j'ai mis une série de définitions, elles sont toutes, enfin elles sont pas exclusives, hein, elles sont toutes valables, je pense, en même temps, selon moi. Donc pour moi le 4.0, ça demande beaucoup d'intelligence, hein, c'est de l'intelligence pour produire bien, au sens de ce donut qu'on a vu tout à l'heure, hein. C'est servir des besoins réels dans le respect des limites. Il y a aussi cette notion, j'ai mis cette image de la Terre perdue dans l'espace, hein, c'est une notion on devrait adopter une posture d'être dans un vaisseau spatial et qu'on doit en prendre soin, hein. Plus, plus loin, on va voir un schéma de la fondation Ellen MacArthur. Donc, Ellen MacArthur était une grande navigatrice en solitaire. C'est vrai que je pense que quand on est seul sur un bateau au milieu de l'océan et que le bateau a une avarie, prend feu, on a une conscience très aiguë de il faut vraiment en prendre soin de son bateau. On n'en a pas d'autre. Voilà. Être durable aussi 4.0, ça veut dire être durable, parce que 4.0, il y a une notion de futur, de prospérer dans le futur. Donc, pour avoir un futur et un avenir, il faut être durable. Donc, qu'est-ce que ça peut vouloir dire dans le contexte qu'on vient de voir? Vraisemblablement, il va falloir avoir de la sobriété. Ça, on va le voir aussi, hein, c'est surtout sur les matières, hein. Le véritable enjeu, il est sur les matières. Comme je le disais, moi, je ne suis pas un technophile. Il y a des gens qui parlent de right tech. C'est sans doute une bonne réponse. Euh, on a tous entendu parler là, de la mission lunaire indienne récemment. Voilà, ils ont envoyé un vaisseau sur la Lune. J'ai cru, je crois me rappeler que ça a coûté 79 millions de dollars, je crois. Alors, je serais curieux de savoir combien ça aurait coûté pour une mission européenne ou américaine. Voilà. Finalement, ça a du bon. Si je pense la low-tech, enfin, quelque chose de très important aussi, hein, je pense, c'est pour moi 4.0, ça veut dire, enfin, c'est aussi le sens de mon titre là, ça veut dire faire changer le système, contribuer à changer le système, à changer de système, non plus faire encore mieux dans le système d'avant, parce que en fait, ça reviendrait à aller plus efficacement dans le monde. Puis enfin, un élément intéressant, je trouve aussi, c'est la résolution de la polarité efficience et résilience. Jusqu'à présent, elles étaient antinomiques, hein, enfin, elles sont toujours, mais donc depuis les 30 dernières années, il y a eu un énorme mouvement vers l'efficience de forme, mais notamment des chaînes logistiques très épurées, vers le fournisseur le moins disant, quitte à ce qu'il soit le plus lointain, en Chine, mettons, avec une chaîne logistique juste à temps, tout est très calé. Sauf que c'est très calé, c'est très efficace, très efficient, c'est très fragile. Et on voit que dans le monde économique, et comme dans le monde vivant, d'ailleurs, il y a des analogies à faire qui sont très intéressantes. Quand il y a des vagues intenses, bah, finalement, ces chaînes qui étaient efficaces, elles sont fragiles, elles se cassent, elles se perturbent, et au final, ça devient moins efficace, même à court terme. Et donc, on arrive à une boucle logique qui est que il est plus efficace d'être moins efficace finalement. Donc, quand on en arrive là, je pense que c'est le signe qu'on est à un tournant, voilà, on change de paradigme, on pourrait le dire d'une manière un peu. Donc, euh, moi, ce que je dis, hein, et ce que d'ailleurs beaucoup de dirigeants sont d'accord avec ça, hein, c'est que il faut changer le système de système plutôt que faire perdurer le système existant. Donc, petit rappel, hein, le système existant, donc nous sommes une société minière, hein, principalement, hein. On extrait des ressources de la nature, on les transforme, on les distribue, on les utilise, puis on les jette dans la nature. Donc, au passage, on a détruit beaucoup de nature et beaucoup des processus naturels.
certains même font des raccourcis un peu violents en disant on détruit de la nature pour faire des choses qui après deviennent des déchets. Voilà. Ça, c'est un raccourci. En tout cas, de plus en plus de gens sont conscients que c'est bien de ça dont il faut sortir. Alors la réponse, elle est principalement dans la circularité. Donc là, moi, ce schéma paraît un peu complexe en fait. Hein. Donc, moi, je suis pour. Enfin, quand on me demande la décroissance, est-ce qu'on va faire de la décroissance ou de la croissance verte, etc. Alors, moi, je dis, pour moi, il n'y aura pas de croissance verte, il y aura certainement de la décroissance, au moins de la décroissance de l'usage des matières. Ça, c'est la voie qui me semble qu'on va être obligé de prendre. Ça ne veut pas forcément dire décroissance des échanges, décroissance des transactions, et donc du sacro-saint PIB, pas forcément. Donc, circularité, économie circulaire, ça, tout le monde met des notions qui sont différentes. Je pense que ce schéma est intéressant parce qu'en fait, il y a plein de boucles effectivement différentes là-dedans. Plus on est près d'un produit fini, donc c'est les boucles les plus petites. Donc là, sur la droite, on voit une boucle qui s'appelle Share, par exemple. C'est une façon finalement de circulariser et la plus économe énergétiquement, enfin, j'allais dire de manière anthropique, hein, c'est qui dégrade, c'est-à-dire augmenter son taux d'usage. Ça, c'est finalement c'est la piste en fait la plus fructueuse. Puis ensuite, plus les boucles s'agrandissent, on s'éloigne du produit fini, donc on va pouvoir le maintenir, le prolonger en vie, le réparer, le réutiliser, le redistribuer, faire du rétrofit, donc avec deux anciens en faire un nouveau, etc. Au passage, ça demande du travail, de la matière et de l'énergie. Donc on voit que bon, parce que ça voudrait dire qu'il y a une entreprise. Ces mécanismes, c'est pas possible. Au final, le recyclage, donc c'est la boucle la plus large. Hein, c'est quand un produit, on l'a démantelé, que les pièces, les a réutilisées, ce qui n'est plus réutilisable, etc. Bon, ça va devenir de la matière qu'on va essayer de recycler. Tout ne se recycle pas non plus, hein, bien qu'il y ait vraiment maintenant notamment des startups qui font des choses extrêmement intéressantes. Encore hier, j'étais avec une startup qui s'appelle Neolith, enfin c'est même plus une startup, c'est maintenant une entreprise qui a plus de 100 personnes, voilà, qui prend justement tous les matières de chantier, notamment inertes, mais qui sont non recyclables. Ils font un petit peu de surcyclage au départ, et puis après, ils font de la matière qu'ils compressent, et puis ça devient du granulat qui après est réinjectable dans du métal. Toutes ces boucles-là sont nécessaires. Et c'est encore une fois, ça imite relativement bien aussi ce qui se passe dans le monde du vivant. C'est assez intéressant, puisque voilà, dans le monde du vivant, il y a aussi toutes ces boucles, les animaux, les bactéries, puis toutes sortes d'animaux qui vont chacun avoir une fonction différente, à un étage différent. Donc la circularité, c'est bien, donc c'est un petit peu compliqué à mettre en œuvre, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'acteurs, des chaînes de valeur à modifier. Ce qui est vraiment porteur de beaucoup d'espoir, selon moi, et de source de changement, c'est la fonctionnalité et de la coopération. Donc, qui vise, voilà, si on veut le dire simplement, à non plus vendre un produit, mais plutôt vendre un service ou une fonction rendue par ce produit. Et alors donc ça change tout, ça renverse carrément même la proposition de valeur, puisque un fabricant va rester propriétaire de son produit et va donc en louer en quelque sorte, ou en vendre l'usage ou la fonction. Et donc là, tout est renversé, puisqu'en fait, disait une pérennité programmée plutôt qu'une obsolescence programmée, il a tout intérêt à ce que son équipement dure longtemps, soit réparable, donc il va devoir reconcevoir ses équipements, reconcevoir en fait toute la chaîne des acteurs qui se servaient de ces équipements, notamment les gens qui faisaient de la maintenance par exemple autour de ça, qui eux aussi avaient quelque part intérêt à ce que le produit se dégrade. Là, il va falloir les embarquer dans une nouvelle logique où le produit va beaucoup moins se dégrader. La notion de coopération aussi dans
ce système-là. Le gros avantage, c'est qu'on peut augmenter les taux d'usage, hein, puisque donc on allonge les durées de vie, on augmente les taux d'usage, puisque typiquement, alors, si on prend l'exemple un peu extrême, perceuse, chacun sait qu'une perceuse, dans sa vie, va percer, je ne sais plus, mais c'est une dizaine, une vingtaine de trous. Voilà, il y a un taux d'usage de 0,001% du temps, etc. Formidable. Donc, trouver le moyen, un modèle où on partage, on vend de l'usage du trou. Alors d'ailleurs, il y a une PME qui a fait ça dans le domaine du sillage, hein, les scies industriels qui, bon, voilà, ils sont passés à ça. Enfin, en tout cas, ils testent ce modèle-là voilà, en vendant à leurs clients industriels du temps de sillage et du trou des scies. Donc ça paraît logique. Donc on peut les reemployer, des moyens de tracer, de récupérer, de trouver des moyens de réparer, de les remettre en état, les équipements. Après, il y a d'énormes avantages dans la relation client. Alors ça, c'est des choses qu'on voit moins, mais c'est extraordinaire, hein, puisque en fait, basiquement, on va rendre assez captifs les clients. Finalement, ils prennent un abonnement plutôt que d'acheter un produit. On travaille avec eux de manière très intime, on colle plus près de leurs besoins. Le corollaire, c'est qu'on vend moins, on utilise moins de matière, on vend moins d'unités, puisqu'on colle au plus près des besoins, mais on augmente les marges unitaires. Donc là aussi, il y a un changement de paradigme, hein, mais les entreprises qui se sont lancées dedans, en général, ne le regrettent pas, puisque la marge unitaire, c'est très intéressant. Enfin, en gros, pour simplifier, la logique d'avant qui disait plus on produit en masse, plus voilà, on peut offrir à des clients des prix. Alors, on arrivait à un client a besoin de 8 unités, mais en ce moment, je fais une promo pour le prix de 10, j'en donne 12. Donc, le client se retrouve avec 12 unités et qu'il avait payé pas cher. Donc là, l'idée de l'EFC, c'est de dire non, en fait, on va bien analyser ensemble votre besoin. Ah, votre vrai besoin, c'est 8. Donc, on va vous en fournir 8. Moi, je gagne un petit peu, donc je voulais payer un peu plus cher que celui d'avant. Donc, voilà. Et donc, là, la clé, c'est ce que j'ai mis à la fin, c'est quand même, pour que ça marche vraiment, il faut aussi pouvoir savoir redistribuer la valeur qu'on a gagnée dans toute la chaîne. Parce que, comme on a gagné beaucoup de matière, normalement, il y a la valeur globale qui a été gagnée à condition de la redistribuer. C'est aussi l'aspect coopération. C'est extrêmement intéressant. Surtout, c'est ce que j'ai encadré à droite, c'est qu'en bas à droite, c'est que là, ça commence à ressembler à une réponse à notre sur l'usage des matières. Puisqu'on allonge les durées de vie et on augmente le taux d'usage. Donc, typiquement, une voiture, hein, si on double sa durée de vie et qu'en plus on augmente, on multiplie par 5 son taux d'usage parce qu'elle est partagée, voilà, on arrive à 7 en 10. Alors, donc là, un autre aspect que je voulais partager avec vous, c'est que l'aspect 4.0 de la RSE ou de la durabilité, c'est que maintenant, c'est vraiment une très bonne nouvelle, c'est qu'on se trouve qu'on est en transition. Ça, c'est un changement majeur. Je vais essayer de vous montrer ça. Alors, d'abord, une très brève histoire de la RSE. Donc, le concept a été connu du grand public en 87 parce que ça a été le rapport dit Brundtland avec une belle définition, hein, le développement durable, un mode de développement qui répond aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. C'est très bien, ça reste vrai. Le petit problème dans cette définition, c'est la notion de besoin. Personne n'est vraiment d'accord sur la notion de besoin. C'est comme la sobriété, tout le monde se croit sobre, mais on n'est pas vraiment d'accord. Donc, les besoins d'un urbain parisien ne sont pas les mêmes que ceux d'un paysan malien. Et donc on a du mal à être d'accord sur cette notion-là. L'autre chose importante que je voulais dire, c'est qu'il faut garder en tête, c'est que la RSE, enfin donc là, c'est la responsabilité sociétale d'entreprise, hein, RSE, elle est fondamentalement basée sur la notion du permis d'opérer. Donc un dirigeant devrait toujours avoir en tête ça, c'est-à-dire que la société, avec un grand S, donne de manière très généralement informelle, hein, un permis d'opérer une entreprise.
qu'on peut perdre parce que controverses, accidents majeurs, produits que l'opinion publique décrète ne plus vouloir ou considère qu'ils sont maintenant insupportables. Voilà, donc, et on peut presque parfois du jour au lendemain perdre son permis d'opérer. C'est un risque majeur pour une entreprise. C'est un peu comme ça, en général, j'entame mes missions RSE auprès des dirigeants. C'est que tous les matins, quelque part, ils devraient avoir ça en tête. Donc là, j'ai mis un lien vers un petit article majeur d'entreprise. Mais on va voir un cas un petit peu plus loin. Alors, pour continuer juste sur la brève histoire de la RSE et un parallèle avec l'industrie 4.0, donc la RSE 1.0, c'était les années 80-90, c'était bon, surtout des intentions et un des signaux significatifs, c'est que la RSE était souvent attachée plutôt au RH, à la communication, parfois au marketing. Voilà, donc, vous voyez bien que c'était plutôt de la com et de la vie. Après, il y a eu la notion de faire mieux. Finalement, une structuration de la pensée, des actions, des débuts de reporting volontaire et puis graduellement aussi réglementaire. Bon, la RSE restait quand même rattachée, avec, grosso modo, toujours le même rattachement, parfois quand même la stratégie. Bon, des grandes entreprises, alors il y a toujours eu des pionniers, par ailleurs, dès les années 90, il y avait des grandes entreprises pionnières, souvent aux États-Unis d'ailleurs. Interface, par exemple, était radicalement pionnière, voilà, enfin, Patagonia, des gens comme ça. Souvent basé d'ailleurs sur une vision du dirigeant. Ensuite, a émergé, et puis là c'est tout ce qui est d'actualité maintenant, quand même pour les entreprises qui sont bien avancées, c'est la notion de faire bien. Alors faire bien, c'est beaucoup mieux que faire mieux, parce que vraiment faire mieux, moi j'aime bien sous forme de boutade dire que bon, ça veut dire faire mieux que pire. Bon, quand on fait mieux que pire, on ne sait pas très bien ce qu'on fait. Faire bien, c'est déjà plus intéressant. Ça peut vouloir dire justement rester dans le donut qu'on a vu au début. Voilà, finalement se poser des questions sur l'impact, qu'est-ce qu'on apporte au monde, à la société. Alors ça, c'est venu aussi beaucoup parce que les réglementations de reporting extra-financier qui sont durcies. Donc la RSE, surtout dans les grands groupes, est davantage intégrée dans la stratégie. Il y a souvent un comité RSE. Donc la RSE, ça devient un sujet dont les dirigeants parlent régulièrement, une sorte de routine stratégique. Et donc graduellement, les stratégies se trouvent teintées de ça. Puis le 4.0, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est quelque chose d'émergent. C'est l'entreprise qui répare, qui dit régénérative. Donc là, c'est vraiment cette idée de dire, bon, donc là, c'est des dirigeants, concrètement, qui veulent que l'entreprise ait zéro impact, en tout cas, voire même ait un impact positif. Je suis pas sûr que cette notion existe vraiment dans la réalité, mais en tout cas, viser l'impact nul, c'est intéressant. Souvent, donc, sous diverses pressions de parties prenantes, dont les employés de plus en plus. Des exemples de dirigeants qui ont du mal à recruter, et puis certains recrutements qui se font parce que justement ils savent expliquer leur stratégie, au moins ils ont une stratégie, une vision déjà sur ce sujet-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a l'émergence aussi de méthodologies un petit peu justement concrètes et factuelles. Donc la plus ancienne, c'est les méthodologies carbone qui sont bien au point, et des choses qui émergent. Je vais accélérer un petit peu parce que je pense que je suis un petit peu en retard par rapport à mon timing. Alors justement, on va parler comptabilité carbone qui est la plus au point. Donc là, c'est un graphe, bon, vous n'êtes pas obligé d'essayer de le comprendre, c'est juste, il indique que si on veut avoir une chance raisonnable de rester à 1,5 degré d'élévation de température, en gros, il nous reste 1000 gigatonnes de CO2 à émettre. Or, combien on en a? 50 gigatonnes à peu près
ce qui donne au rythme actuel environ 20 ans d'émissions. Voilà. Donc on a droit, entre guillemets, à 20 ans d'émissions au rythme actuel. Alors concrètement, ça se traduit de plein de façons. Mais là, ça c'est la courbe des engagements français, hein, donc ça s'appelle la SNBC, la Stratégie nationale bas carbone. Donc avec un objectif 2050, donc d'une neutralité carbone, donc avec une baisse très très importante, donc du puits de carbone en vert en dessous, c'est principalement naturel, hein, la forêt. Voilà. Donc, bon, je ne vous cache pas qu'aucune des deux dimensions, pour l'instant, enfin on est en ligne sur aucune des deux dimensions, hein, puisque certes on baisse un tout petit peu nos émissions, mais pas assez. Et puis les puits de carbone, disons que les forêts, dans le climat qui change, ont du mal à jouer leur rôle de puits de carbone croissant. Alors ensuite, hein, d'abord il faut faire un bilan. Donc ça s'appelle un bilan gaz à effet de serre, qui peut être un bilan carbone, c'est une des méthodologies. Puis on va identifier les principaux postes d'émission suite à cette démarche. On construit un plan d'action et on conduit le changement. Voilà, tout en se donnant des objectifs donc alignés avec ce qu'on vient de voir avant. Donc le budget carbone restant à émettre. Donc là-dessus, il y a une initiative qui s'appelle SBTI, avec un budget carbone qui est sectorialisé. Donc chaque secteur de l'économie a ses propres objectifs, et voir ça peut être décliné au niveau d'une entreprise. Là, la plupart des grandes entreprises maintenant ont pris des engagements auprès de leurs actionnaires basés sur cette méthodologie. Donc un bilan carbone, ça s'organise en scopes. Hein, donc les scopes 1 et 2, c'est le scope 1, c'est les émissions directes liées au fait qu'on brûle des hydrocarbures dans les équipements qui nous appartiennent, une flotte de véhicules, et principalement à l'usage de l'électricité qu'on va faire dans les équipements. Et scope 3, c'est assez différent, c'est tout le reste, en fait, c'est toutes les émissions qui ont lieu pour me permettre d'avoir une activité. Donc, ça brasse assez large, donc ça va effectivement des matières que je vais utiliser, des déplacements professionnels de mes employés, des équipements que je vais acheter, jusqu'aux immobilisations que je fais, des investissements, l'usage des produits. Voilà. Par exemple, l'usage des produits, ça peut être quelque chose de très prépondérant dans une voiture, par exemple. Hein, ça va représenter à peu près 90% du bilan carbone d'une voiture, hein, puisque il faut la fabriquer, la voiture, donc ça fait 10%. Puis après, pendant toute sa durée de vie, le client va devoir mettre carburant dedans. Ça fait 90%. Parce que si Renault ne comptait pas ça dans son bilan carbone, voilà, pour dedans, et donc c'est assez logique de compter ça dans son bilan carbone. Donc en général, dans une industrie, hein, effectivement, les principaux impacts sont dans ce scope 3, donc les achats de matières et d'équipements, les immobilisations, déplacements et l'usage des produits. Ça peut être assez variable effectivement d'un produit à l'autre. Alors je parlais tout à l'heure de controverse ou de risque. Alors aussi une notion assez étrangement qui émerge, mais qui est en risque physique, donc quel risque d'ailleurs tout court en fait prend une entreprise lié au changement climatique. Et ça peut être lié effectivement à de grosses controverses. Donc là c'est un exemple aux États-Unis, hein, où à partir du changement climatique qui crée des conditions favorables à des feux, un opérateur, un distributeur d'électricité qui entretient mal son réseau. Alors il y a eu un nouveau cas à Hawaï, justement un opérateur d'électricité qui a été mis en cause aussi récemment. L'opérateur entretient mal son réseau, il y a des étincelles, etc. Feux de forêt, géants, villes ravagées, 30 milliards de réparations demandées. L'entreprise la clé sous la porte. Ça, c'est l'exemple d'une bonne controverse fatale à l'entreprise. Alors là, je voulais vous présenter ce qui me semblait être, à l'heure actuelle, en tout cas en France, la méthodologie la plus avancée, la plus solide pour gérer ça. Donc, il a mis au point cette méthodologie donc, qui est basée sur une étude de risque, hein, assez classique, mais donc avec des risques climatiques, des aléas climatiques, et ensuite de
regarder par rapport à des processus vitaux de l'entreprise, quels aléas vont les affecter, est-ce que ça met en danger l'entreprise. De même qu'on peut aussi avoir une vue par rapport à un aléa donné, par exemple chaleur extrême ici, de voir quels sont les processus qui seraient affectés par cet aléa. Donc moi, j'encourage vraiment l'entreprise à se lancer là-dedans. Ça paraît maintenant très nécessaire, et puis c'est de la bonne gestion. Et notamment aux États-Unis, pour la petite histoire, c'est à peu près la seule chose par rapport au changement climatique qui intéresse vraiment les investisseurs. En Europe, on parle beaucoup de double matérialité, donc ce qu'émet l'entreprise, quel risque l'entreprise fait courir à l'environnement, mais pas tellement dans l'autre sens aux États-Unis, justement, ils s'intéressent plus au deuxième cas de manière très pragmatique. Alors justement, pour rester dans le pragmatique, essayer aussi de changer l'état d'esprit par rapport à la taxonomie verte européenne. Donc, vous avez peut-être entendu parler et peut-être que vous pensez que c'est quelque chose. Alors, c'est quelque chose de complexe, mais qu'on peut aussi simplifier en expliquant. Et moi, j'essaye de démontrer que c'est en fait un outil très intelligent et très pragmatique. Donc là, la Commission européenne finalement s'est lancée dans un chantier là-dessus pour dire essayer de décrire ce qu'est pour être une activité durable. Taxonomie, ça veut dire c'est l'art de classifier. Donc, là, on classifie les activités durables. Et donc, en fait, il y a une règle du jeu assez simple, c'est qu'il faut, pour être durable, il faut contribuer à un des objectifs environnementaux, donc il y en a 6. Donc là, on parle plus seulement de climat, donc c'est la première grande nouveauté, j'allais dire avancée, c'est qu'il y a 6 sujets environnementaux. Donc, pour être durable, il faut considérer de manière systémique ces 6 sujets-là. Et donc, il faut simplement et n'être mauvais que sur aucun autre. Voilà. Donc, éviter des effets négatifs sur aucun des 5 autres biens. Et au passage, respecter des normes minimales sociales et de gouvernance. Mais en France et en Europe, ça, c'est pas vraiment un sujet. Donc ça, c'est le cadre de pensée avec des critères techniques, etc. Et à ça, se sont greffées des obligations de reporting, alors, qui existaient déjà en France avec la DPEF. Et puis maintenant, il y a aussi calé sur cette manière de penser. Alors là, j'avais envie juste de vous présenter rapidement finalement une utilisation pragmatique que nous on va faire. Là, on se lance justement chez BPI auprès de dirigeants, c'est de dire concrètement comment on peut s'en emparer pour accompagner une entreprise avec ça. Alors, en fait, on fait le bilan de ce qui se passe sur les 6 objectifs. Alors, de préférence à moindre coût, parce qu'on reste pragmatique sur le sujet. Et puis, voilà, donc on a une feuille de route et fini par un business plan durable. Ça, c'est une chose extrêmement intéressante, puisque après, on peut aller voir ses parties prenantes, notamment son banquier, par exemple, en disant, ben voilà, je veux devenir durable et voilà mon business plan. Bon, là, le banquier, normalement, alors, je vais essayer là qui dure 2 à 3 heures. Je vais le faire en 5 minutes, donc ça va peut-être être un peu rapide. Donc là, on part d'une situation de départ, donc c'est dans la construction. Et on dit donc cette entreprise-là, en fait, elle est pas bonne là sur une des dimensions, elle a un carton rouge sur l'utilisation durable de l'eau. Et puis dans la construction, donc la taxonomie, elle dit qu'en fait, on peut avoir une carte verte uniquement sur 3 dimensions qui sont adaptation au changement climatique, atténuation et transition vers l'économie. Donc là, il y a pas de discussion, le carton rouge, il faut l'enlever, ça c'est un passage obligé. Après, on a trois choix pour avoir une carte verte au moins, 3 possibilités de travailler sur les 3 dimensions. Donc là, je vais très vite. On regarde, donc dans le jeu, on arrive normalement à la conclusion qu'on va travailler sur la dimension circularité pour devenir donc un contributeur significatif à la dimension circularité. Pour ça, il faut investir, il faut acheter des matières différentes, il faut faire des ACV, donc il faut investir aussi, il faut payer des bureaux d'études pour faire une ACV, donc une analyse de cycle de vie. Et puis aussi, il faut acheter un logiciel BIM qui permet de faire des modélisations ex ante de
voilà, d'impact du bâtiment futur. Voilà, et donc on a en fait, on a un chemin. Donc là, ça c'est le coût minimal que va avoir le tampon officiel, hein, de durabilité. Ce qui est, alors ça le mérite, donc ça a beaucoup de mérite, hein, donc ça, comme je disais, ça a le mérite d'être objectif. Euh, ça, ça a le mérite d'être pouvoir discuter donc avec un banquier. Alors parce que dans la mécanique de la taxonomie, de la CSRD, tout ce qui est en train de se mettre en place, la grosse pression, en fait, elle est plus du côté des financeurs, hein, y compris BPI, par exemple, hein, c'est pour ça qu'on sait aussi de quoi on parle, c'est que pouvoir aussi reporter aux banques centrales des ratios verts sur investissement vert sur investissement totaux ou participation verte sur participation totale. Et en fait, il va y avoir une course, entre guillemets, à l'asset vert. Et l'actif vert, ce sont des entreprises qui sauront démontrer qu'elles ont du chiffre d'affaires durable. Alors, du chiffre d'affaires in fine, parce que là, on voit que c'est par exemple dans la mienne plus 4, celle-ci commence à avoir du chiffre d'affaires vert. Reporting sur les CAPEX et les OPEX. Donc, un analyste financier va voir qu'en fait, objectivement, l'entreprise, elle est en transition. Même les années N, N+1, N+2, elle est déjà en transition, parce qu'elle a déjà des OPEX et des CAPEX. Donc ça, c'est absolument majeur, hein. C'est vraiment, je pense, ce qui va débloquer toute la pensée en la matière, puisque là, on sort du flou de dire, bon alors, oui, je suis en transition, j'ai mis un panneau solaire sur le toit, j'ai mis des ruches, c'est bien. Alors jusqu'à présent, d'ailleurs, on dit pouvoir le dire. Enfin, voilà. Donc, si on devait vraiment retenir quelque chose là, s'il y a pour moi, c'est ça les trois changements qui changent tout. C'est être vert, c'est une notion systémique maintenant. Donc, le climat n'est pas tout. Et c'est une notion objective. Voilà. Et puis cerise sur le gâteau, dire c'est pour de vrai. C'est-à-dire que maintenant, il va y avoir vraiment un jeu de bénéfices financiers et puis de bénéfices, mais on peut imaginer des vraies sanctions sous forme d'amende, etc. Et c'est plutôt convaincant. Là, on n'a pas le temps de le balayer vraiment, mais donc donc je pense que c'est important d'avoir ça en tête pour prendre des décisions d'investissement et puis même, donc pour revenir à ce que je disais au départ, même dans la nature même de ce qu'on fait, de l'activité, au-delà de comment fonctionne mon usine, c'est quel genre de produit je fais, quel genre de produit je fais, contribue significativement à une des 6 dimensions, oui ou non, parce que si c'est non, on ne sera pas durable et là, ça peut être un problème. La CSRD, donc, c'est le reporting qui s'inscrit dans ce cadre de pensée de la taxonomie, donc qui arrive, hein, très concrètement, puisque là maintenant les grandes entreprises sont soumises, hein, sur les comptes 2024, et puis graduellement on couvre des domaines de la stratégie. Donc, il faut maintenant avoir une stratégie dans la matière. Il faut prouver qu'on la met en œuvre, qu'on met des moyens pour la mettre en œuvre, et puis qu'on suit la performance de ce qu'on fait. Donc sur les dimensions ESG, donc environnement, sociétal, gouvernance, là, ce qui nous intéresse plutôt, c'est l'environnement. Et puis avec des niveaux d'information donc qui peuvent, voilà, qui sont communs à tout le monde, avec qui vont arriver là, des obligations sectorielles supplémentaires et en plus des informations au niveau de l'entreprise si elles le jugent nécessaires ou importantes pour la compréhension. Donc là, on ne va pas pouvoir balayer ça, mais c'est juste pour un petit rappel de la frise réglementaire de ce qui s'est passé en France et en Europe, avec quand même une histoire récente qui s'est accélérée, hein. En 2017, il y avait la DPEF, NFRD, qui était déjà un reporting extra-financier au niveau français. Et en 2024, l'arrivée de la CSRD, qui reprend au niveau européen. Puis beaucoup de choses plus sectorielles, le décret tertiaire qui va, dès 2030, donc obliger les détenteurs de locaux tertiaires à faire des économies très importantes, hein, sur l'efficacité énergétique, avec des seuils 2030, 2040, 2050, voilà, très, très contraignants. Voilà, donc on pourrait peut-être poser ça plus en détail.
parce que je voudrais garder un petit peu de temps s'il y a des questions. Et ben voilà, d'ailleurs, on en arrive au temps des questions. Euh, Sinon, je peux revenir sur certaines choses plus en détail. Merci Eric. Donc je suggère que les questions soient posées. Il y a une partie réservée pour les questions qui seront euh, triées par Indy de Centrale Supélec XZ et Arthur également, qui est un peu dans le background. Écoute, s'il y a pas en attendant qu'elles arrivent, les questions, j'avais une question en fait, très simple. Tu sais, historiquement, on a toujours pensé que les contraintes, on les appelle ainsi, hein, environnementales, étaient plutôt anti-business. Je pense que d'ailleurs que dans certains partis aux États-Unis, notamment dans le camp des conservateurs et des républicains, ils ont tendance à combattre cette ESG qu'ils trouvent plutôt woke d'ailleurs, c'est politisé au fil du temps. On l'a vu avec BlackRock qui a décidé de ne plus utiliser ce terme. Donc cette tendance, cette croyance qui voudrait euh, penser que l'environnement, respecter l'environnement, c'est anti-business, qu'est-ce que tu en dis? Quel est ton argument favorable pour dire, OK, allez-y vers l'environnement, c'est bon pour le business, c'est bon pour l'entreprise ou Oui, bah l'industrie c'est de l'avenir? ouais, ouais, c'est ça, c'est la bonne question, hein. D'ailleurs, finalement, ça revient souvent en discussion avec les dirigeants, parce qu'ils disent tous, mais alors, est-ce que je me tire une balle dans le pied? Ah, puis pendant ce temps, les Chinois, eux, ils font pas tout ça, etc. C'est- Je pense qu'il y a déjà une question de temporalité, c'est-à-dire que c'est vrai qu'à très court terme, ça rejoint un petit peu l'idée de polarité, résilience, efficacité. C'est-à-dire que oui, ça peut faire ça. Je pense que à moyen long terme, c'est gagnant parce que en fait, il y a prendre l'avance finalement sur une courbe d'apprentissage. Tout le monde va devoir emprunter à un moment donné. Euh, Pourquoi en Europe, en fait, on est plus avancé dessus par rapport aux États-Unis? C'est aussi parce que nous, on est un désert énergétique. C'est en Europe, on a un désert de ressources et en gros et un désert énergétique. Donc, aux États-Unis, c'est pas le cas. C'est vrai qu'ils voient pas très bien pourquoi ils se priveraient de leur abondance énergétique et en ressources. Euh, donc de leur point de vue, déjà ça paraît un peu idiot entre guillemets. Donc Européens, on doit déjà gérer cette pénurie. Donc on se dit, c'est pour ça qu'on est plus enclin à adopter des modèles économes en ressources et en énergie. Puis je crois qu'effectivement, je crois beaucoup à ce que je disais tout à l'heure, que même si ça paraît à court terme se tirer une balle dans le pied, je pense qu'être résilient, prendre le chemin un peu difficile d'économiser les matières et inventer des nouveaux modèles, ça va être payant de plus en plus vite. C'est-à-dire que le payback, à mon avis, il est beaucoup plus court que ce qu'on pensait. Et à toutes les échelles, hein. Par exemple, moi je vois souvent des dirigeants, là, ils me disent il y a 8 ans, j'avais mis des panneaux solaires sur mon toit. Justement, j'avais le retour sur l'investissement, il était prévu en 8 ou 10 ans. Et puis finalement, ça a été 3 ans, 2 ans. Et bon, bah, moi, j'ai l'impression que justement, toutes ces décisions-là, bah, en fait, le payback, il est en train de se raccourcir beaucoup. Je pense que c'est aussi le signe que c'est sans doute un bon chemin, mais qui n'est pas complètement intuitif, hein, effectivement. Voilà, enfin, c'est ma réponse. OK. Très bien. Une autre question, enfin, c'est simple pour les gens qui écoutent, qui écoutent depuis quelque temps, que ce soit des gens qui se trouvent dans des entreprises ou des PME. Quelles sont les, je sais pas, deux ou trois actions rapides que tu as pu identifier avec ton expérience qui peuvent être mises en œuvre très, très rapidement pour aller vers une entreprise un peu plus verte? Oui, oui, oui. Alors en fait, on peut jouer sur plein de niveaux. Après, il y a un niveau et tous les niveaux sont intéressants, hein. Le premier niveau, c'est vrai que et ça, on voit dans l'industrie énormément, c'est faut déjà beaucoup gagner à très très court terme, alors pour le coup avec des paybacks quasi immédiats sur bien gérer ces flux d'eau, d'énergie, de matière et de déchets. Alors, et ça, on voit ça partout, hein. Chaque fois qu'on va dans une entreprise industrielle, il y a beaucoup de, voilà, il y a voilà, des compresseurs mal réglés, des
température, l'isolation qui est mal faite. Enfin, il y a toujours plein de choses. Et à chaque fois qu'un dirigeant se lance dans un diagnostic dans le domaine, moi, il y a des témoignages où les gens disent, oui, j'ai investi 30 000 euros dans une GTC de mon bâtiment pour gérer, et puis dès la première année, j'ai gagné 40 000 euros, quoi. En fait, parfois, il y a des... Voilà, donc ça, c'est, on pourrait dire, un premier pas. Bon. Après, ce qui paraît indispensable, c'est de faire un vrai diagnostic, enfin un bilan gaz à effet de serre, en fait. C'est vrai que j'ai pas pris le temps de l'expliquer bien, mais un bilan gaz à effet de serre ou carbone, c'est pas juste connaître le nombre de tonnes de CO2 qu'on émet, parce que ça, c'est pas très intéressant. D'ailleurs, personne ne sait vraiment ce que ça veut dire. Bon, j'émets 20 000 tonnes, alors est-ce que c'est bien, pas bien, c'est pas trop. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est donc dans le scope 3 de voir à quel point mon modèle d'affaires il est vulnérable, ou enfin, en tout cas, il est sensible au fait que carburant fossile. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on arrive rapidement à des questions très pratiques et enfin, très stratégiques, un peu existentielles. Euh, et là, il ne faut pas se tromper. On peut faire beaucoup de contresens. Par exemple, là, je vais illustrer ça, notamment sur l'usage des produits qu'on fait. J'ai fait récemment une mission là, dans une entreprise qui fait des équipements qui nettoient les thermiques. Et donc, ils disent, à raison, hein, qu'ils améliorent de 10% le rendement de la centrale, ils sont acteurs de la transition, etc. Alors oui et non, c'est-à-dire que certes, ce qu'ils font, c'est bien, parce qu'il y a des économies à la clé. En même temps, ce qu'il ne faut pas qu'ils oublient, c'est qu'ils sont fournisseurs d'une partie, enfin, d'un équipement qui va dans une centrale thermique. Et donc, en fait, en toute logique, dans leur bilan carbone, il faut qu'ils prennent une cote-part de la centrale thermique. Donc, s'ils ont fourni 1 millionième de la valeur de la centrale, il faut qu'ils prennent 1 millionième des émissions de cette centrale dans leur bilan. Et ça va leur permettre quoi? Alors, ça va augmenter leur bilan. Alors, ça, ils vont dire, ah ben mince, ça me fait des tonnes de CO2 en plus. Ok, mais moi, ça, c'est pas grave. Par contre, ce que vous avez gagné, c'est que maintenant, vous pouvez vraiment réfléchir et vous dire, ok, mais le jour où le gaz ou le pétrole, le prix est multiplié par 2, 3, 5, 10, qu'est-ce que devient mon modèle d'affaires bilan carbone? Ça, ben, on ne le voit pas. Alors, voilà. Alors que là, on peut vraiment réfléchir à pivoter, à se dire, bon, d'accord, maintenant, je vois bien le risque. Donc, je gère ce risque et stratégiquement, bah, est-ce que je ne peux pas pivoter? Est-ce que des équipements ne peuvent pas aller ailleurs? Voilà, et là, on peut commencer à se poser de vraies questions. Donc, il y a un véritable intérêt stratégique, mais pour ça, il faut être honnête, c'est un exercice pour moi d'introspection. Mais c'est vraiment l'étape indispensable. Et après, quand on a compris la même logique peut s'appliquer alors dans d'autres domaines, c'est plus complexe, mais il y a la biodiversité, voilà, et les pollutions, et voilà, et cette logique-là, si on la fait sur des dimensions, ben, on peut vraiment commencer à avoir une cartographie de sa sensibilité, disons, à ces différentes dimensions. Et après, alors, bon, mais bon, après, ça, Eric, c'est moi, vraiment. une question, Eric, si vous voulez bien, de Lassad Belida. Quelles sont les applications possibles de durabilité 4.0 dans le secteur manufacturier? Alors, ça a coupé, donc je suis désolé, j'ai pas entendu la question. Alors, je la refais. Quelles sont les applications possibles de durabilité 4.0 dans le secteur manufacturier? Ah, alors, disons que c'est vraiment, là, c'est typique, c'est le secteur manufacturier, c'est vraiment le client typique. Toute la gamme des actions peut être applicable, hein, donc, depuis effectivement l'efficacité opérationnelle matière et d'énergie, jusqu'à se poser des questions sur son modèle, les produits que je fabrique, leur destination, leur usage, et est-ce que je peux par hasard ne pas adopter effectivement un modèle économique de la fonctionnalité, d'en rester propriétaire, d'en louer l'usage, donc, voilà, de m'inscrire tout à fait différemment dans cette chaîne de valeur pour devenir voilà, un précurseur de ça, pour gagner pour le moment qui est déjà arrivé, hein, mais qui va grandir, où
la véritable rareté, ça sera la matière, les ressources, enfin, d'ailleurs, et toutes les ressources, hein, en matière, en énergie, en ressources humaines. Et voilà, donc rentrer finalement dans un modèle qui impose de la sobriété. Voilà. Donc oui, l'industrie manufacturière, c'est vraiment l'exemple où on peut faire le plus de choses en la matière. Autre question, Arthur, Indy? Le micro est coupé, Indy, on ne t'entend pas. Oui. Alors, c'est la même question, mais tu as répondu, Eric, c'est voilà, comment la durabilité 4.0 peut créer de la valeur ajoutée pour les entreprises. Mais voilà, c'était la question de participants sur oui, mais enfin, bon, je peux juste redire des choses que j'ai peut-être déjà dites, mais je trouve que le moment est devenu vraiment intéressant et c'est vrai que l'aspect 4.0, on peut faire des ponts aussi avec les aspects technologiques, c'est que maintenant, on est en capacité justement d'aller dans des modèles grâce à de la technologie. C'est ça aussi ça qui est intéressant. Je pense que quand on parle par exemple de chaîne logistique inverse, dans le futur, on devra créer finalement une usine. Pour moi, l'usine moderne du futur qui crée plus de valeur, c'est l'usine qui saura récupérer des matériaux, donc finalement l'entreprise qui saura taguer des produits, taguer des matériaux, savoir où ils sont, voire en rester effectivement propriétaire dans certains modèles, pour pouvoir les récupérer avec des spécifications techniques sous contrôle et réintégrer dans la chaîne, donc faire du rétrofit, etc., de manière industrielle. Et donc ça nécessite beaucoup de numérique, beaucoup d'intelligence, des tags, qu'on pourra consulter à distance. Enfin, beaucoup de choses qui existent et qui n'existent même pas forcément, et qui pour moi sont clairement le futur. Hein. Enfin, c'est le futur, mais c'est aussi le présent. Donc il y a Renault Trucks là qui s'est lancé vraiment de manière très intéressante dans le rétrofit de camions. Hein. Ils disent mais on arrête d'envoyer à la benne, à la casse des vieilles carcasses. En fait, ils les récupèrent eux-mêmes pour refondre eux-mêmes l'acier pour refaire des camions. Enfin, quand ils peuvent pas déjà changer le moteur et faire du rétrofit en gardant même la structure. Enfin, eux, par exemple, sont rentrés là-dedans. Mais quand on rentre là-dedans, on se rend compte qu'il faut mettre beaucoup de technologie et d'intelligence et surtout d'intelligence de process pour revoir ces process. Et là, la valeur, comme je disais, finalement, si on regarde les choses de haut, comme on utilise beaucoup moins de matière, normalement, ça devrait coûter beaucoup moins cher. Et donc, il y a de la valeur quelque part qui se crée. Et pour aller à équitablement dans la chaîne, effectivement, la profitabilité. D'ailleurs, il y a un autre aspect, c'est finalement la course à avoir toujours plus de volume de clients. C'est une logique qui ne marche pas forcément toujours très bien, et peut-être moins bien maintenant. Il y a un exemple d'une très grosse entreprise, c'est Nexans, hein, par exemple, qui fait des câbles, hein, sa politique depuis quelques années, hein, c'est d'éliminer des clients, c'est-à-dire d'avoir moins de clients. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont éliminé les clients qui étaient non rentables pour plein de raisons. Ceux qui passaient trop de petites commandes, qui étaient trop loin, etc. Enfin, ils avaient leurs critères, dont des critères environnementaux. Ils se sont recentrés sur leurs clients et leur gamme de produits les plus rentables, qui ont renoncé à du chiffre d'affaires. Ils ont vu une rentabilité qui s'est mise à monter. Donc, il y a eu une période difficile où le chiffre baissait, la rentabilité ne montait pas encore. Finalement, la rentabilité est montée. Et le chiffre d'affaires a fini par accompagner ça, puisqu'il devenait effectivement très compétitif, au point qu'ils rachètent maintenant des concurrents. C'est vraiment une histoire. Alors, c'est pas tout à fait pour des raisons de durabilité qu'ils ont fait ça. Au final, je trouve que ça donne un bel exemple réel d'une grande entreprise qui, par exemple, a su sortir de la logique du volume à tout prix. Voilà. Donc ça, par exemple, je trouve que c'est intéressant. Et il y avait également un commentaire sur au sujet de la taxe carbone, c'est ça, Arthur? Oui, alors, je ne sais pas s'il y avait une question précise. Mais... oui, alors effectivement, j'en ai pas parlé. Alors, la taxe carbone permet de rendre plus attractifs les investissements permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est un commentaire d'Emmanuel. Un commentaire, c'est un commentaire qui est juste. Alors bon, le prix de taxe carbone et le prix du carbone, c'est un vaste sujet, c'est un univers en soi. Ça, il y aurait
pourrait faire un webinaire aussi là-dessus. Hein. Déjà, il y a plusieurs prix du carbone. Enfin, bon, c'est un sujet un petit peu complexe, mais effectivement, in fine, c'est un moyen dont là, j'ai pas parlé, mais effectivement, il y a des entreprises qui utilisent d'ailleurs, qui se donnent à elles-mêmes une contrainte interne, par exemple en se fixant des prix internes du carbone dans les décisions d'investissement, justement, toujours pour voir quelle est leur sensibilité à ça. Est-ce qu'un monde où l'énergie et le carbone a un certain prix? Donc ça, c'est des façons de faire qui, je trouve, sont intéressantes aussi. Que les Américains trouveraient peut-être un peu idiotes, puisque, encore une fois, eux, ils ont autant d'énergie qu'ils veulent pour le moment, mais qui, pour nous, Européens, je pense, a du sens. Oui. Et effectivement, après, on prend d'autres décisions, on va vers d'autres investissements. Ok, je sais pas si c'est une interruption. Alors, peut-être, il y a encore des questions ou pas? Il dit Arthur, sinon je vais en poser une dernière et comme ça on Sur les bouclera. questions, on a tout répondu. D'accord. Mais très rapidement, Eric, avec cette facilité technologique, voilà, je parle du 4.0, hein, la facilité d'accès au cloud, puissance de calcul, comment dans ces conditions on continue à garder une certaine frugalité. Je ne parle pas de low-tech, mais de cette frugalité. Parce on voit que tout ça étant très accessible et quelquefois moins cher, on a la tentation d'adopter des solutions un peu plus sophistiquées, alors qu'on pourrait faire des choses un peu plus simples et frugales. Qu'est-ce que tu en penses de cela? Ouais, moi, moi, je suis adepte effectivement, de la juste technologie. Enfin, il me semble, hein, mais bon, il me semble qu'il y a une tendance assez humaine, hein, c'est parfois de se faire plaisir ou de penser que. Mais moi, encore une fois, si on essaye de regarder ça d'un peu plus haut, on se dit bon, si c'est juste pour faire un tout petit peu mieux, très marginalement mieux qu'avant, est-ce que ça valait vraiment cet investissement? D'ailleurs, je trouve que il y a de plus en plus de jeunes ingénieurs, par exemple, qui dès le départ de leur carrière, sont beaucoup moins tentés par les postes qu'on leur propose, qui finalement reviennent souvent à ça, améliorer l'efficacité, et envie justement, eux, d'être plus du côté de. Et c'est pas antinomique avec faire de la techno, faire des choses d'ingénieur. Je trouve que justement, enfin, le métier d'ingénieur, peut-être qu'il est aussi lui à un tournant d'utiliser son intelligence justement pour faire des choses autrement, parfois plus simples, mais aussi parfois plus compliquées. Il y avait vraiment des technologies qui permettent des choses qui n'étaient pas possibles avant. Par exemple, la blockchain dans l'énergie, c'est quelque chose de très intéressant, puisque ça permet, mettons au niveau d'un quartier, si plus des habitants ont chacun leurs propres moyens de panneaux solaires, d'énergie, avec de la blockchain, on peut très bien imaginer un système de tickets où un voisin va fournir de l'énergie à partir de son panneau et va avoir sa rémunération, tout en temps réel, etc. Et ça, c'est vrai que c'est des technologies type blockchain qui permettent ça. Avant, c'était absolument pas possible. Donc, il y a bien des verrous aussi d'usage et de modèles qui s'ouvrent grâce à la techno. Donc, en fait, On va peut-être boucler là. Donc, on va remercier tous ceux qui se sont connectés à cette heure qui est une grande heure de sollicitation familiale. Donc, c'est pas simple. Vendredi après-midi en fin d'après-midi. Il y a eu quelques problèmes techniques, donc on s'en excuse longuement. Donc, je vais aussi remercier Indy Alors, Alain, il nous reste une slide, je crois, après une slide. les questions-réponses, ouais, justement sur le contact de Indy. ah oui. Oui, peut-être la passer alors. Ouais. Ok. Donc, voilà. Donc effectivement, Eric est intervenant dans la formation Masterclass Industrie 4.0 et donc Indy en charge des admissions. Je ne sais pas, Indy, tu veux rajouter quelque chose? Oui, voilà, donc j'ai connu certains noms de participants sur le webinaire, donc voilà, je suis contente. Donc moi, je suis en charge de la commercialisation du parcours complet, donc en Masterclass Industrie 4.0, tout en notant qu'on a une prochaine session de formation qui est prévue
le 7 novembre, donc qui s'étale jusqu'à l'année 2024. Donc les calendriers sur l'année 2024 ont été validés. Donc on a 3 sessions qu'on programme par an. Donc vous n'hésitez pas à me contacter soit par téléphone, soit par adresse email. Donc on discute du projet professionnel, sachant que sur ce parcours, les candidatures sont étudiées, appréciées, et on étudie également les modalités de financement. Donc si on va sur un financement BSC ou en fonds propres ou en financement entreprise. Voilà. J'espère que tout le monde a bien entendu malgré le grésillement. Ah oui, d'accord, on m'entendait pas. C'est moi ou. Son est très mauvais. Si tu peux muter ton micro, Indy. Ouais. Merci, parce que je crois même que je m'entends dans le retour. Donc, oui, donc je pense que si tu peux résumer, Arthur. Oui, si vous n'avez pas entendu, pour toute information complémentaire, contactez Indy, il y a ces informations à l'écran. Donc, je pense que vous avez eu le temps de noter. Et Alain, je vais te laisser conclure cette présentation. Oui, remercie encore tous ceux qui sont rendus disponibles à cette heure de grande sollicitation familiale. Donc, remercier Indy pour sa présence et te remercier également, Arthur. Remercier notre invité pour cette belle présentation et donc ces enjeux qui ont été remis sur la table. Et donc, voilà, merci à tous et je pense qu'on va conclure là, à moins qu'il y ait quelque chose à rajouter. Eric, tu veux rajouter quelque chose? Sinon, on conclut là. Okay, merci beaucoup, en tout cas, c'était un plaisir. Merci à tous et on espère vous voir très prochainement dans le parcours Masterclass Industrie 4.0. Merci. Je mets fin au webinaire. Okay.